Bonjour et bienvenue dans Workwell et vous sur A-News Workwell. Alors aujourd'hui nous plongeons dans un univers où le bien-être et l'innovation se rencontrent. J'ai le plaisir d'accueillir Cyril Duguet qui est le fondateur de Convergence, un acteur clé dans le domaine du design, des expériences et des services pour les secteurs du conseil, de l'audit, de l'ingénierie et de l'architecture. Aujourd'hui on va parler de l'une de vos initiatives phares, le Wellness Lab, un laboratoire d'idées hyperactifs et créatifs et de votre magazine également Explorer numéro 4 sorti en mars ou sorti peut-être pas encore d'ailleurs. Non, il va sortir début avril. J'étais pressée qu'il sorte. Il s'appelle en tout cas Bureau vers l'expérience et au-delà. Nos invités qui sont là parmi nous, qui figurent dans ce tout dernier numéro également, sont avec nous. Alors Fabien Boutard qui est CEO de Enexia. Bonjour Fabien. Enchanté. Roméo Verdier, cofondateur de UDI, bienvenue. Bonjour, enchanté. Et puis Alice Carlucci qui est à ma droite, directrice commerciale chez Fitness Corporate, bienvenue. Merci. Alors ensemble, on va explorer des idées novatrices qui façonnent l'avenir du bien-être au travail et des services. Bonjour à tous, merci d'être avec nous, merci d'être avec nous également, chers téléspectateurs, et de nous regarder. Cyril, donc je le répète, vous êtes le fondateur de Convergence, c'est un cabinet où des experts conçoivent des espaces sur mesure avec une approche orientée à 360 vers le mieux vivre de l'occupant. Alors vous avez créé le Wellness Lab en 2016 pour explorer les nouvelles opportunités de services innovants. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à créer ce laboratoire? Alors, dans le cadre de ce lab, moi j'avais déjà la conviction d'en créer un parce que je trouvais que l'humain était important et la planète aussi et que c'était un sujet central dans l'immeuble, entre guillemets, ce qui fait aujourd'hui sens de plus en plus. Donc, mais quand on arrive en 2016, ce n'était pas forcément le cas. Donc c'était vraiment de placer l'humain au centre sur le côté bien-être, santé, RSE et donc d'avoir quelque chose qui fourmille à la fois de recherche d'opérateurs, de nouveaux matériaux, de nouvelles approches, nouveaux modèles, nouvelles tendances. Donc de vraiment mettre ça et de faire un peu bouillonner tout ça et d'amener des idées à tout l'écosystème de l'immobilier. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie justement de mettre en place ce magazine, ce e-magazine Explorer? Alors le but était de formaliser ça sur un document, parce que c'est vrai qu'on a plein d'idées, on fait plein de choses avec nos clients, mais qu'à un moment donné, il faut le centraliser à quelque part, et on s'est dit tiens on va faire un e-mag mais un peu différent des autres, ouais, dans le côté à la fois digital et pas que papier, et puis de le rendre facile d'accès et faire en sorte que nos clients, nos prospects, enfin le marché de manière générale en profitent. Ok, et en quoi justement ce magazine Explorer, il n'est pas simplement un catalogue de tendances, en quoi est-ce qu'il est différent? Alors, il est différent dans le sens où si j'avais un catalogue de tendances ou d'innovation, c'est un catalogue. Ouais. Or, le but était de dire, on a plein d'attentes différentes aujourd'hui auprès à la fois des investisseurs, à la fois des locataires, à la fois des prestataires, à la fois de tout ce qui se retrouve dans un bâtiment. Et donc, il faut que chacun y trouve quelque chose à picorer. Donc, à la fois ceux qui veulent voir des cas clients concrets, ils vont trouver des cas clients. Ceux qui veulent trouver des statistiques ou des données, ils vont y trouver. Ils vont trouver aussi des idées d'innovation. Où ils vont aussi trouver des focus sur des réglementations, des choses à penser quand on veut créer un espace, quand on veut créer un service. Donc en vrai, chacun y trouve son intérêt en fonction de son besoin. D'accord. Plusieurs domaines qui sont évoqués, bien évidemment. Aujourd'hui, par exemple, on a le sport, on a l'hospitality, on a la restauration en entreprise. Alors, une des lignes directrices du Wellness Lab et d'Explorer, donc, c'est de proposer des solutions qui ont du sens, plutôt que des réponses toutes formatées. Comment vous assurez que chaque projet que vous entreprenez répond véritablement aux besoins spécifiques des utilisateurs? Alors, il y a quelque chose, mais qui est lié à mon parcours, parce que moi, je suis économiste de base et j'ai beaucoup travaillé sur la sociologie. Or, aujourd'hui, pour donner du sens, entre guillemets, on peut développer tout ce qu'on veut en termes d'idées, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui est au centre, qui est l'humain. Et l'humain, c'est, entre guillemets, des générations différentes. Donc, il faut aussi comprendre comment est composé un bâtiment, ses occupants, les typologies d'entreprise, les cultures d'entreprise, et après, essayer de customiser le service, l'espace à cette population-là. La notion sociologique est très importante. Et il faut justement faire du sur-mesure dans le sens où, en fonction de la pyramide des âges, parce qu'on parlait beaucoup de... 10 ans derrière, on parlait beaucoup de nouvelles générations, mais elles n'étaient pas très présentes dans l'entreprise. Aujourd'hui, elles commencent depuis 2-3 ans à être vraiment un poids dans l'entreprise. Et on voit bien que les usages, les attentes évoluent. Donc notre rôle à nous, c'est de comprendre l'entreprise, de comprendre un immeuble et ses occupants pour designer l'approche la plus performante pour qu'à la fois le collaborateur se sente bien, que derrière soit moins malade, donc, et qu'il soit plus fidèle à son entreprise.
Alors, vous traitez des étudiants dans le magazine, notamment. On parle des générations, des différentes générations et des jeunes générations, la Gen Z. Comment ces jeunes générations, elles influencent la conception des espaces de travail et quelles sont leurs principales attentes? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille aussi beaucoup avec l'enseignement supérieur et on explose dans les besoins aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que les étudiants d'aujourd'hui sont les futurs travailleurs de demain. Et donc, on a vu vraiment au moment du Covid aussi une transformation dans ces populations-là de jeunes étudiants parce qu'ils ont commencé à vivre l'hybridation, le digital. Donc, mais ils ont eu envie aussi d'avoir un lien social plus important. Donc, aujourd'hui, on a vu qu'il y a des nouvelles attentes qui sont apparues dans ce domaine de l'enseignement, donc par rapport à eux. Et donc, en vrai, ils veulent retrouver ça demain dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est comment je génère demain une approche qui leur permette de recréer ce lien social, parce qu'ils ont besoin de se connecter à l'autre, à l'individu. Et l'espace est devenu un lieu clé pour se retrouver là, au-delà de commencer à travailler autre, c'est comment je recrée ce lien social. Et ils sont très attentifs là-dessus, sur ces aspects-là. Donc, on voit bien que l'impact de leurs besoins d'aujourd'hui des étudiants va automatiquement impacter le besoin d'usage de demain dans l'entreprise. Donc en termes d'aménagement, vous proposez quoi typiquement? Alors c'est pas que des aménagements, c'est aussi des fonctionnalités, des services, on fait l'ensemble de l'approche. Donc en termes d'aménagement, globalement, ce qu'il faut voir, c'est que notamment on l'a vu avec le télétravail, avec tout ce qui s'est passé, on a vu des variations très fortes d'usage dans une semaine, entre guillemets, avec des lundis on commence à être fort, mardi très fort, mercredi on baissait, et le vendredi catastrophique. Et on voit bien qu'à un moment donné, quand vous avez un afflux de personnes, la notion d'acoustique est devenue très forte. Donc c'est vrai que dans l'IMAG, on en parle parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs, même s'ils se retrouvent d'un point de vue collaboratif, il y a des moments où ils ont besoin de travailler sereinement, même sur cette journée-là. Et c'est comment je crée des espaces qui vont leur permettre de s'isoler et d'éviter ce côté bruit, de nuisance, qui rend moins productif, qui les met mal à l'aise. Donc on voit qu'il y a plein de nouvelles apparitions de box, d'approches spécifiques pour que ce côté, entre guillemets, irritant, soit gommé. Ok. Alors, Convergence aborde bien d'autres thèmes dans cette IMAG, comme donc je le disais, la food hospitality, le sport en entreprise, ou encore l'approche de l'hospitality management. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous collaborez, ou plus précisément, vous avez des sponsors qui sont là, différentes entreprises, du coup, pour traiter de ces différents sujets. Alors, on a Enexia, qui est spécialiste de l'hospitality management. Fabien Boutard, vous êtes à la tête de Enexia, une entreprise spécialisée dans la création et l'animation de la vie au travail. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement Enexia et nous expliquer comment vous contribuez à transformer les espaces de travail en véritables lieux de vie pour les collaborateurs? Très clair. Enexia, aujourd'hui, on a 10 ans. Et on s'est inventé il y a 10 ans avec une mission qui n'a pas changé, qui est de dire on va transformer l'expérience de vie au travail. Et on va accompagner toutes les transformations dans ce monde du travail pour aller vers un univers du bureau qui soit plus valorisant pour ses occupants, plus utile, plus efficace. Et les transitions qu'on a connues avec le Covid nous ont donné raison. Aujourd'hui, on est un acteur de référence sur le marché de l'hospitality management. Je définirai l'hospitality management juste après. On est encore une PME, on est à peu près 80 collaborateurs. On a la chance d'opérer sur une trentaine d'actifs sur l'Île-de-France, sur Lille et sur Lyon. Et notre mission, c'est vraiment d'aller chercher tous les sujets qui vont faire que l'expérience au quotidien des gens sur l'immeuble de bureau soit la plus parfaite possible. Alors, comment on rend cette expérience la plus parfaite possible? Chez Enexia, on aime travailler sur trois grands enjeux. Le premier, c'est de créer des émotions, de faire en sorte que les gens vivent quelque chose une expérience qui se renouvelle. La difficulté quand on vient au travail, c'est de se dire pendant 3 ans, je vais venir tous les jours au bureau, puis je vais avoir la même chose, le même accueil, les mêmes moments. Et nous, on veut faire en sorte que les gens, tous les jours, ils aient une bonne raison de venir au bureau. Ça, c'est le premier point, c'est de leur faire vivre des émotions. Le deuxième, c'est ce qui va être le plus durable dans leur qualité de vie, dans leur bien-être, c'est le lien social. Aujourd'hui, le bureau, c'est devenu un lieu de rencontre, un lieu où on va partager des choses. C'est pas juste un lieu où on va ouvrir son ordinateur et puis commencer à travailler. Non, c'est devenu un lieu d'acculturation pour l'entreprise. C'est devenu un lieu de vie. Enfin, c'est un lieu de vie sociale plus que jamais. Et donc, nous, on est aussi là pour créer du lien, faire en sorte que les gens se rencontrent à l'intérieur de l'entreprise ou entre les entreprises et les prestataires. Et vraiment, c'est devenu, c'est un nouvel enjeu pour le monde du bureau. Et le troisième, c'est aussi de faciliter la vie. Le bureau est aujourd'hui un peu en concurrence avec le télétravail. Alors, on en pense ce qu'on en veut, c'est des tendances qui bougent, mais aujourd'hui, on veut que quand on
une personne vient au bureau, sa journée soit plus facile, soit plus agréable que quand elle reste chez elle. Donc c'est un vrai défi. Et donc on va amener des services qui facilitent le quotidien aussi en se disant, voilà, le jour où je suis au bureau, ma vie elle est quand même plus agréable que quand je reste chez moi. Donc ça va peut-être quel type de service? Alors dans les services, on va gérer j'allais dire toute la face émergée de l'iceberg, à part peut-être la cuisine qu'on laisse à des experts, on en parlera après. Mais voilà, nous on va commencer par accueillir les gens, donc avoir un accueil chaleureux, que tous les matins quand quelqu'un arrive, on soit là pour l'accueillir. C'est quelque chose de très important. Ensuite, on va organiser des moments où les gens vont pouvoir se rencontrer, partager quelque chose. C'est des animations autour de la culture, autour du do-it-yourself, autour des engagements RSE. Voilà, Est-ce que ça peut être des services de conciergerie où, par exemple, on a un médecin pas loin pour prendre rendez-vous, parce que c'est pas facile. C'est ça. Le troisième grand service, c'est la conciergerie, même si c'est pas celui qui est le plus plébiscité aujourd'hui, mais ça reste un marqueur très important. C'est de se dire, voilà, je peux gérer mon pressing, mon cordonnier, je peux me faire livrer des fleurs, je peux me faire livrer du champagne, je peux faire entretenir ma voiture, nettoyer ma voiture, aller chez le coiffeur. Voilà, tout ça, c'est les services de conciergerie qu'on va retrouver aussi sur le site. Et puis ensuite, on va embarquer tous les autres services qui peuvent améliorer l'expérience. On va faire de l'événementiel, on peut gérer le barista aussi. Un bon café, c'est quand même très important pour bien commencer sa journée et bien la poursuivre. On va gérer aussi des services de bien-être, de sport, soit en interne, soit avec des partenaires comme notre ami Fitness Corporate à côté. Voilà, et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette expérience qui soit sans couture et qui soit sur mesure pour les occupants et de répondre à tous les besoins. Et on sait aussi que ces besoins, ils vont évoluer demain. Et nous, on est vraiment là pour répondre à l'ensemble du scope des besoins des utilisateurs. Alors, on parle des besoins des utilisateurs. Vous proposez des solutions sur mesure, justement, pour chaque entreprise, quelle que soit sa taille, visiblement. Alors, comment vous abordez les besoins spécifiques de chaque client ? Que ce soit une PME ou... C'est une question qu'on s'est posée très tôt chez Nexia en se disant, mais finalement, c'est quoi le vrai luxe, le vrai premium quand on parle de service ? Et pour nous, la meilleure façon d'amener un service qui soit très qualitatif, très valorisant pour l'immeuble, pour l'entreprise et pour les personnes qu'on a en face de nous, c'est de pouvoir ultra personnaliser le service. Donc aujourd'hui, nous, on ne parle pas à des entreprises, on va parler à des personnes qui sont en face de nous. Cyril, tu en parlais juste avant, c'est des populations qui sont différentes, avec des âges différents, qui vont avoir des attentes différentes entre l'apprenti et le patron du cabinet d'avocats ou d'un groupe du CAC 40 où on reçoit même des chefs d'État sur certains de nos immeubles. Les attentes ne sont pas les mêmes. Et nous, à chaque fois, on va chercher le service, la solution qui répond à leurs besoins, les codes de communication, de mettre les bonnes personnes en face d'eux aussi, parce qu'on fait un métier d'humain, de relationnel, donc il faut avoir les codes et les personnalités qui savent s'adapter à discuter avec des étudiants qui sont présents sur un campus et juste à l'autre bout, on va dire que c'est le chef d'État qu'on peut recevoir sur un de nos immeubles. Donc on va vraiment s'adapter à la culture d'entreprise et puis aux personnalités qu'on va avoir en face de nous. Tout le monde ne va pas utiliser tous les services et il faut avoir toujours la meilleure solution possible. Quelqu'un qui voyage beaucoup, on va l'accueillir dans un lounge, on va lui proposer des services à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et cet accompagnement, il est fait justement parce que vous appelez des expérience managers ? Exactement, c'est un métier qu'on a inventé à la création des Nexia il y a maintenant 10 ans. C'est des gens qui sont chargés de garantir que cette expérience elle soit parfaite. Donc c'est des gens qui doivent être, c'est des personnes de notre équipe qui sont toujours disponibles, qui sont dans une posture d'écoute active, qui ont des vraies personnalités, qui sont capables de s'adapter à toutes les situations. On va bien au-delà d'un concierge d'hôtel ou d'un concierge d'entreprise parce qu'on va retrouver nos clients tous les jours pendant plusieurs années. Donc il faut être capable de se renouveler, il faut être capable d'être créatif aussi en même temps qu'être très organisé pour pouvoir répondre à tous ces métiers. C'est un peu un chef d'orchestre, mais c'est aussi quelqu'un qui a un niveau d'exigence, de service et de veille sur l'expérience globale qui est très, 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 très élevé. Merci. Cyril, certains pourraient dénoncer un wellness washing où l'on se contente finalement de mettre en place quelques éléments esthétiques sans réelle transformation. Comment l'hospitality peut-elle dépasser la simple esthétique des espaces de travail ? Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'il y en a beaucoup qui ont mis des baby-foot dans leurs espaces en disant « ça y est, je suis devenu bon, j'ai fait de l'hospitality, c'est génial, tout le monde est là ». Puis oui, mais c'était très segmentant et tout le monde n'allait pas forcément à baby-foot. C'est pas ça qui faisait que les collaborateurs allaient rester dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'ils ont fait du superficiel. C'est pour ça que je dis souvent attention au wellness bashing, c'est qu'il faut vraiment réfléchir. L'élément différenciant, c'est que moi je parle toujours de FDA.
Donc le FDA, c'est quoi? C'est d'abord, j'imagine, la fonction. C'est qu'est-ce que je vais y faire? C'est quoi le parcours? Qu'est-ce que je vais y retrouver à chaque moment de la journée? C'est quoi qui va faire en sorte que je me sente bien toute la journée et que j'ai des services qui vont répondre à mes attentes? Donc ça, c'est le côté fonctionnel, fonction. Avec le D pour design, parce que l'espace doit être beau. Entre guillemets, je délivre quelque chose, mais il faut aussi faire attention, parce que le collaborateur, il faut qu'il dise « Ah, je suis dans un lieu où on a fait attention à moi, il est beau, il est sympa ». Mais la fonction de design, c'est rien si on n'a pas le A. Et c'est le A de « haha ». En vrai, qui n'est ni plus ni moins que l'exploitant. C'est-à-dire qu'on peut y avoir amusé les choses, on peut avoir fait un bel espace. Si l'exploitant n'est pas au rendez-vous, entre guillemets, dans la manière de délivrer la prestation de service, on va avoir du mal. C'est pour ça que la notion d'hospitality est importante. Et notamment, moi, j'aime bien donner comme exemple, les premières secondes dans un immeuble sont déterminantes, à la fois pour un nouveau candidat ou pour un collaborateur. Et donc, déjà, la prise en charge de l'accueil qu'expliquait Fabien est importante. Et un nouveau candidat qui arrive, dès les premières secondes, il doit dire « Tiens, j'ai envie de bosser dans ce bâtiment-là, j'ai envie de bosser pour cette boîte-là. » Et donc, c'est bien la relation, la manière dont on va scénariser, théâtraliser dès les premières secondes cet accueil-là qui va être déterminant aussi pour faire venir quelqu'un dans l'immeuble. Donc, on voit que c'est au-delà de l'espace, il faut travailler des choses d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue théâtralisation, scénarisation qui va faire la différence. Donc on l'a compris, effectivement, les bénéfices de l'hospitality, c'est améliorer la satisfaction, favoriser la collaboration, attirer, retenir les talents. C'est vraiment une vraie problématique aujourd'hui, hein, surtout la jeune génération. On veut qu'elle reste, on veut l'attirer, mais on veut qu'elle reste. En tant que créateur d'expérience, je parle à vous, à Fabien, Cyril, est-ce que vous avez des exemples concrets justement qui montrent comment votre approche a eu un impact sur l'engagement des équipes ? Alors moi j'ai un bon exemple mais qui va être commun parce que c'est un immeuble qu'on a commencé à travailler avec un investisseur qui est Centre d'affaires Paris-Victoire, qui est un bel exemple je trouve parce que... Est-ce qu'on l'a au niveau des... Pas forcément des visuels, mais c'est un lieu de vie, je dirais que c'est devenu un immeuble qui était très beau, très qualitatif, mais c'est devenu un vrai lieu de vie parce qu'à chaque étape on a imaginé aussi une fonctionnalité et derrière un espace de la qualité et derrière Fabien qui derrière au-delà de ce qu'on a imaginé d'un point de vue conceptuel, Fabien est derrière l'opérateur de cet espace-là et on a vu une transformation d'usage des zones, parce qu'avant l'accueil, j'y passais mais je ne m'y arrêtais pas. Aujourd'hui, il se passe des choses dès les premières secondes parce qu'à un moment donné, on est là aussi pour communiquer sur les animations, sur les réservations. Tiens, je veux avoir un espace bien-être, je veux avoir un ostéo, bah, hop, à l'accueil déjà, elle va prendre en charge le résident, en plus du visiteur. Donc on voit qu'il se passe plein de choses à chaque étape. Et donc ça montre bien qu'il y a un taux d'usage qui a augmenté, on l'a vu dans l'usage des services, parce qu'on a su créer cette connexion à chaque moment de la journée avec ce côté hospitality management, avec les experience managers qui ont créé vraiment la différence et ont permis d'avoir une augmentation de l'usage et une accélération aussi de la location d'immeubles parce que les gens avaient ce besoin-là d'avoir quelqu'un qui mette cette cohérence de service et de lien. Ok, donc là, effectivement, on parlait de l'hospitality management qui est essentiel pour se sentir à l'aise, se sentir bien dans son entreprise. Cyril, quelle est votre approche en termes de sport cette fois-ci auprès des entreprises ? Alors, ce qui est important, c'est que le sport, moi j'aime bien dire, il y avait avant et il y a ce qui est en train d'évoluer aujourd'hui. Avant, c'était un espace souvent qui était dédié plutôt au physique, je vais exagérer le trait, mais soit je fais des appareils et je me défoule, soit je fais des cours, mais Zumba et autres, et j'y vais. Et on a vu plein de nouvelles attentes arriver avec ces populations aussi qui ont évolué en termes d'usage. Et la côté santé mentale est devenue importante. Enfin, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées, des besoins utilisateurs. Et pour moi, je ne dis plus on est dans un espace fitness, on est dans un espace wellness. Okay. Dans cette notion de bien-être d'une manière plus générale. Et donc, ça veut dire qu'il faut adapter les espaces et adapter le contenu aussi de l'espace aux besoins d'usage. Parce que quand on est en télétravail, on est sous pression, on fait une journée continue, on a peu de temps de pause. On vient dans du collectif avec les collègues, mais il faut aussi savoir se défouler mentalement et pas que physiquement. Et donc, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ce monde-là de l'entreprise. Dernier exemple, on a fait un mur d'escalade aujourd'hui sur un immeuble qui le permettait. L'escalade, c'est aussi un principe d'à la fois, il y a du physique, mais il y a aussi beaucoup de mental, beaucoup de moments où il faut savoir se décompresser. Donc, on voit bien qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités et usages qui sont arrivés. Donc, il faut y amener des nouvelles réponses d'un point de vue sport. Du coup, vous avez décidé effectivement de collaborer avec Fitness Corporate, juste à ma droite, Alice Carlucci. Donc vous êtes la directrice commerciale chez Fitness Corporate. Votre entreprise, elle a une histoire vraiment fascinante. En 1968, je vais la faire courte, mais j'étais obligée d'en parler. J'ai trouvé ça vraiment très chouette en plus en la lisant. Vladimir Doundov, un ancien international de volleyball bulgare, a convaincu Francis Bouygues de créer le premier espace de remise en forme au sein même de l'entreprise Bouygues à Clamart. Et c'est ainsi qu'ils ont installé au sein de l'entreprise le premier espace dédié à la remise en forme, une initiative donc qui marquait les débuts de ce qu'on appellerait plus tard la QVT, la qualité de vie au travail. Et donc, ce fut la naissance de Fitness Corporate. Est-ce que j'ai juste ? C'est tout bon. Est-ce que vous connaissiez tous cette histoire ? Pas du Fascinant. tout. Pas du tout. Donc, c'est né en fait en 1968.
Exactement. La QVT. Enfin, je ne sais pas si on est non plus les initiateurs de la QVT, mais effectivement, ça date. Ok. Alors, comment ces convictions fortes, justement, se traduisent dans vos projets actuels chez Fitness Corporate ? Justement, j'aimerais dire que ça fait le lien avec tout ce que vous avez dit jusqu'alors. Aujourd'hui, nous, Fitness Corporate, on fait vraiment de l'accompagnement sur mesure, dans le but de créer du lien social tout d'abord. Tout d'abord sur la partie conception. Nous, on est vraiment spécialiste de l'aménagement des travaux, donc on va designer l'espace dédié au sport bien sûr, mais avec l'ensemble des problématiques et des populations, des locataires en fonction des populations. On va justement favoriser le développement de la marque employeur, mais aussi de la culture d'entreprise à travers ces espaces, que ce soit dans les aménagements, les équipements, mais aussi la décoration de ces derniers. Le but, c'est aussi d'offrir des espaces qui soient en cohérence avec la RSE, qui est aujourd'hui fondamentale dans les entreprises. Et on accompagne tout ça d'un support digital, du coup d'une application qui est disponible à la fois sur site, mais aussi pour les collaborateurs chez eux. Et alors, comment ça se manifeste, Cyril, par exemple, dans le Explorer numéro 4 ? Là, on a une page sur le sport en entreprise. Comment vous présentez la thématique, finalement ? Alors la thématique, c'est pour ça que je disais, elle est devenue de plus en plus segmentante parce que le besoin du sport, c'est pour différents. Aujourd'hui, le sport était plutôt sur un défouloir, j'exagère un peu, mais et on a bien vu que le sport aujourd'hui amène beaucoup de réponses, à la fois dans l'équilibre nutritionnel. Donc c'est pas que le sport, c'est comment aussi j'équilibre à côté sur cette partie nutritionnelle. Comment je peux avoir aussi du coaching qui permet de travailler sur de la sophro, sur des choses beaucoup plus, je dirais, mentales. Donc on voit qu'il y a un élargissement. Et puis il y a l'aspect hybridation aussi qui est apparu parce qu'à l'époque, quand on était dans l'entreprise, c'était le moment, souvent, soit le matin tôt, soit au moment du déjeuner, soit l'après-midi, on faisait du sport. On voit qu'aujourd'hui, avec le télétravail, il a fallu amener des réponses en dehors du lieu physique. Et donc aujourd'hui, on peut être connecté à la fois à sa salle de sport ou à des cours via le digital. Et quand on est chez soi, donc on voit qu'aujourd'hui, on arrive aussi à amener une réponse permanente tout en ayant ce côté hybride de l'usage et de l'utilisateur. Donc il y a vraiment une évolution qui s'est fait assez forte là-dessus. Donc le but du travail, et c'est ce qu'on voit un peu dans les stats ou dans les cas pratiques qu'on montrera dans l'IMAG, c'est vraiment de travailler sur cette segmentation en disant c'est quoi votre besoin, c'est quoi le besoin de vos populations. Donc il y a un travail amont d'identification des besoins pour calibrer entre guillemets les espaces, à la fois virtuels et à la fois physiques, et les typologies de cours, voire de coaching, voire d'aller beaucoup plus loin sur du bien-être. Derrière, qui est de l'accompagnement. On a vu des clients où on a accompagné sur de la psychologie aussi, où il y a des psychologues mis à disposition, où les besoins ont besoin, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui les écoute sur plein de problématiques. Des fois, ce sont des problématiques perso, mais on voit bien qu'il faut amener des réponses pour que le collaborateur soit bien aussi dans le quotidien de l'entreprise. Et en termes de sport, ça peut être quoi comme activité proposée ? Alors, moi, j'ai vu une explosion de nouveaux sports aussi, qui sont un peu des tendances. Soit on peut dire on les oublie, mais je vois le paddle a explosé en entreprise, l'escalade aussi. Donc, alors, il y en a qui ont voulu faire des piscines, mais c'est compliqué souvent à mettre sur les bâtiments. Mais on voit bien qu'il y a des sports qui peuvent s'adapter en fonction de l'usage. Mais je pense qu'il y a d'autres cas pratiques voilà, là-dessus. je me permets de rebondir. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui est discipline douce, comme le yoga, le pilates. Mais on peut aussi parler de santé du dos, de relaxation, des cours qui sont parfois plus courts que ce qu'on pouvait pratiquer avant, des durées de 15-20 minutes, mais qui vont permettre aux salariés et aux collaborateurs de se détendre, que ce soit avant, après ou pendant leur journée de travail. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes un peu hors normes de certains clients ? Alors, vous avez par exemple du fly yoga, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, alors, c'est yoga dans les airs ? Oui, vous avez des grands rubans en fait, qui sont accrochés au plafond et sur lesquels on se pend et on fait des figures acrobatiques. Ça ressemble presque à du cirque, par exemple. Un peu dangereux tout ça quand même. Ouais. Sachant qu'il y a un point important, c'est qu'on a vu quand même beaucoup de demandes sur le collaboratif et donc plutôt des cours collectifs. Parce que le collaborateur, quand il vient 2 à 3 jours sur son immeuble, il a envie de se retrouver avec ses collègues. Mais oui, parce que donc ça veut dire que c'est là où il y a eu une évolution entre... Avant, j'avais beaucoup d'équipements et là, on voit plutôt le besoin en termes de salles de cours pour répondre à ce besoin de collectif et de collaboratif et de se retrouver entre collègues. Ok. Alors, on va parler maintenant de restauration avec Roméo Verdier, vous êtes le cofondateur de UDI, une start-up qui est innovante, qui réinvente la restauration en entreprise. Cyril, dans ce numéro, on parle de l'importance de l'expérience utilisateur et notamment en ce qui concerne les espaces de restauration en entreprise. On sait de toute façon que la restauration aujourd'hui attire les talents, font revenir en tout cas les collaborateurs sur site. C'est un des domaines qui fait revenir les collaborateurs. Alors, comment ça s'intègre en tout cas dans l'ensemble de l'expérience de travail ? Comment ça s'intègre ?
Le restaurant, en fait, à la base, c'était un peu le parent pauvre des espaces de travail. Il y a 8 ans, quand on s'est créé, on a observé des milliers de mètres carrés qui étaient utilisés que 2 heures par jour. Et c'était du coup des espaces capturés qui n'étaient pas du tout exploités. Et on s'est dit, on vit une expérience qui est plutôt intéressante dans le monde public. C'est-à-dire, vous allez dans un super hôtel, dans un restaurant commercial. Il y avait une croissance des types d'usages, de types de fonctions qui étaient incroyables. Et côté entreprise, c'était un petit peu flat. On n'avait pas finalement de choses vraiment passionnantes. Et donc UDI s'est vraiment créé sur ce créneau, c'est-à-dire de remettre en fait les codes de l'hôtellerie et de la restauration commerciale dans le monde de l'entreprise et de faire en sorte qu'on crée des vrais lieux de vie. En fait, que le restaurant peut être une plateforme comme l'accueil ou les coffee shops, peut être vraiment des plateformes de rencontres dans lesquelles il y a une vraie convivialité. Et puis l'autre axe que nous, on avait déjà anticipé, mais qui était un petit peu plus, qui est un peu plus, on va dire, réel maintenant aujourd'hui depuis le Covid, c'est la responsabilité et l'impact environnemental. On a eu dès le début une approche et un prisme où on a souhaité être le plus responsable et de montrer qu'on pouvait être vertueux avec des codes de restauration commerciale, une responsabilité environnementale assez forte et de faire en sorte que finalement le secteur ou les autres acteurs puissent éventuellement nous suivre dans cette approche-là et donc d'avoir parce que c'est quand même à la base une solution qui est assez polluante quand on fait des repas tous les jours. D'ailleurs, je voulais vous parler d'une de vos priorités qui est la réduction des déchets. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la gestion des déchets alimentaires chez UDI ? Oui, alors bien sûr. Alors c'est un des axes majeurs de notre travail. Déjà, on a travaillé sur le portionnage en amont. On fait en sorte qu'on propose les bonnes quantités au bon moment. On a enlevé toutes les notions de à volonté ou du service un petit peu pléthorique, des étals beaucoup plus réduits, et on a favorisé les réassorts pendant le service. Ensuite, il faut mesurer ces déchets tous les jours et affiner les pratiques en fonction de ce qu'on a comme résultat. Et puis enfin, on a toute une approche en fait où quand vous faites des produits frais, bruts et de saison, vous avez un peu plus de déchets d'épluchure, mais vous avez beaucoup moins de plastique. Et quand vous travaillez avec des produits bruts et que vous les cuisinez bien, à la fin, les assiettes elles sont vides. C'est tout bête, mais c'est beaucoup plus simple quand les assiettes sont vides. Donc on a un peu plus de déchets en amont et on a quasiment 0 déchets en aval. Et ça nous donne du coup une position super intéressante. On est très largement en dessous de la moyenne du secteur sur les déchets de la restauration. Ce qui est intéressant sur la partie déchets, en vrai, c'est parce que nous, on commence à travailler avec des crèches et on finit avec les maisons de retraite. C'est-à-dire dans nos clients, on a différentes typologies. Quand on parlait de l'enseignement supérieur, mais quand on prend le segment, je dirais, des jeunes, en vrai, ils sont formés dès le départ, quand ils mangent à la cantine, à trier leurs déchets. En vrai, il y a une sensibilisation très forte. On voit que ceux-là vont aller dans le collège, le lycée, et on les fait pareil. En vrai, ils sont acculturés à cette démarche d'engagement, de réduction des déchets, ce qui n'est pas toujours le cas des populations, je dirais, plus anciennes. Et donc, quand aujourd'hui ils arrivent dans l'entreprise, ils ne comprennent pas qu'il y a des sites qui ne trient pas les déchets. Parce qu'ils disent, nous, on a été éduqués de par notre culture passée. Donc, on voit bien cet enjeu-là, ces générations-là ont une grosse sensibilité là-dessus et attendent que l'entreprise, et donc que les prestataires derrière, les accompagnent dans cette démarche-là. Et comment, justement, on éduque ses clients à ces enjeux écologiques ? C'est un vrai sujet. Le plus simple, c'est de transmettre de la communication à travers l'humain, encore une fois. On a des supports, nous, digitaux dans les différents espaces et les restaurants, mais c'est encore mieux quand c'est incarné à travers le chef, à travers les différents acteurs en fait, de nos différents collaborateurs qui vont être au contact des clients et qui poussent des messages assez réguliers par des petites touches où on montre en fait, de manière très précise pourquoi l'impact est réduit, pourquoi les produits bruts ont plus de sens, parce qu'on peut vraiment les travailler de toute forme possible. Et puis on fait des choses très simples. Un exemple très bête, on explique qu'il vaut mieux avoir une fraise qui a été élevée correctement dans les Bouches-du-Rhône avec le soleil que d'avoir de l'ultra local sous une serre chauffée avec une fraise qui a plus aucun sens écologique, quoi. Oui, bien sûr. Vous parlez beaucoup aussi de produits responsables. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont vous sélectionnez les produits et les producteurs avec lesquels vous travaillez ? En fait, on a une approche où on scanne en fait, les producteurs et les produits avec 3 axes. Il y a la saisonnalité qui... Pour nous, un producteur qui respecte la saisonnalité, c'est quelque chose de très fort et ça nous enlève beaucoup de choses à ne pas gérer par la suite quand on travaille vraiment tous les jours avec lui. On regarde aussi le mode de production, j'en ai un petit peu parlé avec l'énergie.
Si on a de l'énergie fossile utilisée à outrance pour chauffer des choses et faire pousser des choses plus vite, on n'est pas du tout dans la bonne démarche. Il faut revoir cette approche-là. Et puis après, on regarde l'impact écologique, on regarde les entrants, on regarde le sujet du bio, on regarde d'autres labels également. On n'est pas que sur le bio, mais on va regarder sur tous les labels qui peuvent exister et on va favoriser ces acteurs-là. Et puis, souvent, ces acteurs, ils ont des approches éthiques et responsables également avec leurs propres collaborateurs. Et donc, ça se ressent en fait dans l'ensemble de la chaîne. Quand on vient nous connecter finalement le client final à la terre ou au champ qui les nourrit, ça prend beaucoup plus de sens. On affiche des données par exemple en restaurant où on annonce aujourd'hui on a épluché 450 kg de légumes pour votre restaurant. Et c'est des données qui parlent, où potentiellement dans l'imaginaire collectif de la cantine historique, on dépoche, on dézippe des sacs et on délivre ça dans des grandes marmites et on fait de l'assemblage. Donc c'est remettre un petit peu de sens dans l'assiette et à la fin ça fait mouche, hein. On a forcément des produits de qualité et donc ça se retrouve dans le goût de l'assiette. Et à la fin, justement, en termes de clients, comment ils réagissent à cette proposition plus verte ? Est-ce qu'ils sont plutôt contents ? Alors, les clients sont plutôt contents. Après, il y a ceux qui veulent payer ou pas payer. C'est toujours pareil, il y en a les deux parties. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ils sont obligés de s'engager. On l'a vu aussi dans l'évolution. C'est comme l'offre a eu plutôt tendance à s'ultra segmenter en termes de différents, parce qu'on commence souvent le matin par un café, un barista, comme il expliquait. Et donc le lieu vit, puis après on va manger le midi, mais l'après-midi il va se passer des choses. Donc on a un lieu qui va permettre de vivre. Donc les collaborateurs ont besoin de sentir qu'il y a un vrai engagement de l'entreprise, à la fois sur le lieu, mais aussi sur le produit. Et donc quand l'entreprise ne met pas les moyens, entre guillemets, le collaborateur le sent et il va aller plutôt dans une entreprise qui, lui, va être sensible sur ses engagements de verdir, entre guillemets, l'assiette. Donc on voit bien que cette notion-là, elle est importante pour le collaborateur de l'engagement de l'entreprise. Et ça se voit à travers le choix de l'offre qui va être proposée d'un point de vue produit, d'un point de vue après merchandising et lieu, mais le produit, c'est le cœur de tout parce qu'au quotidien, on mange et les collaborateurs aussi font attention à ce qu'ils mangent de plus en plus. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de cette idée de sport, prendre soin de son Tout à fait, corps. donc on voit bien que c'est des notions importantes. Donc, Et on parlait des générations, ça va être de plus en plus le cas avec les générations à venir qui sont d'autant plus alertes sur les sujets écologiques. Et je pense que Roméo le voit, on a une explosion de tout ce qui est flexitarien, végétarien, peut-être même jusqu'à vegan. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il faut traiter l'offre de manière hyper qualitative parce que c'est des moments importants et que c'est aussi dans le monde où on consomme moins de viande. Donc, qu'est-ce que j'ai à côté qui me permet d'être valorisé à un produit qui me permet d'être sain. Donc, je voulais rebondir. En fait, ce qui est intéressant avec la tendance du flexitarien qui est en train de se développer énormément, notamment sur la nouvelle génération. Est-ce qu'on peut juste redire qu'est-ce que le flexitarien ? Le flexitarien, c'est que je mange du végétarien, de la protéine animale de manière plus light. Mais je vais commencer à moins consommer de protéines animales. D'accord. Dans ma façon de fonctionner tous les jours, en fait, dans la façon de consommer. Et en fait, on se rend compte, même nous, le soir, on fait un peu moins de viande, on fait peut-être un peu plus de plats de type à base de pâtes ou de végétal, et on le fait de manière assez naturelle. Ça commence à venir de manière forte en termes de tendance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le carnet et le poisson, c'est de plus en plus cher. Enfin, il y a une explosion des coûts de la denrée alimentaire sur la partie animale et poisson, ce qui fait que ça commence à devenir difficile de la proposer dans les restaurants d'entreprise à un prix qui soit encore compétitif. Et du coup, le végétal, ça apporte une super solution. Moi, j'ai plus de 50% de la carte des plats chauds qui est végétal. Mais du coup, ça nous permet de dire, si tu veux manger pour un peu moins cher, laisse-toi tenter. On travaille vraiment le plat et la recette jusqu'au bout. Et tu verras que tu vas t'y retrouver d'un point de vue tarifaire. Et les entreprises aujourd'hui, qui sont des gros utilisateurs, ont des sensibilités très fortes au bilan carbone. Or, le bilan carbone, quand on mange de la viande rouge, le bilan carbone est mauvais. Quand on commence à travailler avec du local, le bilan carbone est toujours mieux. Donc, de choisir l'agriculteur qui est en proximité, etc. Enfin, ça permet d'amener une vraie cohérence aussi de l'engagement de l'entreprise dans cette notion de bilan carbone. Alors, on va revenir sur cette édition d'Explorer, Cyril, qui propose également des retours d'expériences concrets et des business cases inspirants. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un ou deux exemples de projets, même plus, je ne sais pas, où Convergence a accompagné une transformation réussie des espaces de travail ? Alors, ce qui est intéressant, tous les projets. tous les projets, parce que chaque projet est unique, entre guillemets, mais peut-être que là-dessus, on a quelques visuels à montrer. Horizon Sud, par exemple, c'est un immeuble qui est arrivé juste au moment du Covid et l'après-Covid. Or, c'est un immeuble qui était monolocataire, qui est devenu multilocataire. Et donc, le locataire qui était unique, il a dit au propriétaire, débrouillez-vous, entre guillemets, maintenant je vous redonne les parties communes. Mais par contre, je ne vais pas juste réduire mes surfaces et négocier mon loyer, je veux aussi plus de services dans cette partie commune. Je veux un espace de lieu de vie, je veux du coworking,
on voit bien qu'il avait beaucoup d'attentes, donc il a fallu que le propriétaire se dise mais comment je vais le dérouler. Donc il est venu nous demander d'imaginer ce côté fonctionnalité et ce côté derrière design. Donc c'est le travail qu'on voit, c'est que comment je recrée un hall vide. Donc au lieu d'avoir un hall basique, j'ai créé un mini auditorium ouvert où je peux faire de l'événementiel. J'ai un barista café qui est dans le prolongement de l'accueil mais qui est façon hôtelier. Donc on voit bien que le design aussi des premières secondes, c'est important. C'est comme dans un hôtel. Déjà j'ai un lieu beau et derrière je vais me faire accueillir par quelqu'un. Donc, et on a les images du réalisé derrière, donc on voit qu'on retrouve la même chose que le projet qu'on avait mené. Et derrière, c'était d'aller jusqu'à la partie consultation pour trouver l'opérateur qui va faire vivre ces lieux de vie. Et donc aujourd'hui, ça a été mis en place. Et ce qu'on a vu, c'est qu'à la fois le locataire qui était la Mutuelle Générale, qui était plutôt quelqu'un de traditionnaliste, Ouais. mais il est traditionnel, mais il a une nouvelle génération, donc il avait besoin des vraies réponses pour garder des talents ou en recruter. Donc même si on est dans une culture traditionnaliste, il fallait faire évoluer les usages dans cette zone-là et faire en sorte d'animer les lieux de vie. Et c'est un carton parce que je sais que l'opérateur qui exploite, alors qui n'est pas Enexia, qui est un autre opérateur de l'hospitality, c'est son lieu où il a le plus de consommation de café le matin parce que le barista est un vrai moment d'échange pour quand les gens arrivent, ils sont contents de se retrouver et ils cartonnent dès le matin sur ce lieu de vie-là. Donc on voit bien qu'il y a un usage important. Il y a des salles de réunion hybrides qui permettent à la fois de faire du distanciel, du présentiel, mais dans un mode un peu plus fun, parce que c'est vrai que quand on communique à ses collaborateurs, qu'on est dirigeant, on sait bien d'être dans un lieu qualitatif. Donc on voit bien que ces usages-là sont des vrais lieux de transformation. Bon, c'était un pari, mais c'est un pari gagné. Un pari gagné, donc... C'est bien aussi de sortir de sa zone de confort, je le dis souvent, mais c'est bien que justement ce client se soit dit, Oui, on a une parce nouvelle que- génération qui a des attentes, allons-y, essayons, on prend un risque peut-être. Et après, c'est tout le travail de granularité, parce qu'il a beau le dire, après, c'est jusqu'à où il est prêt à aller. Donc des fois, il y en a qui nous suivent, des fois, il y en a qui mettent quelques freins pour pas aller à l'extrême, mais par contre, ils ont quand même une évolution. C'est ça qui est important, c'est de leur passer d'une situation A à une situation B, et qu'ils voient que derrière ça marche, parce que des fois, on y va en 2 étapes, on n'y va pas toujours d'un coup, Ouais. mais le but, c'est qu'il y ait déjà du changement. D'accord. Donc, Alors là, on a un autre exemple. Iconic Clichy, pareil, c'est un immeuble. Alors ça, c'est un immeuble qui était vide en création. D'accord. Et le propriétaire qui était souvent dans les tendances, c'est un immeuble qui arrivait avant le Covid, mais qui était déjà dans les usages de l'après-Covid, parce qu'il était dans le côté très tendance. Et il nous a donné carte blanche pour imaginer les lieux de vie. Donc les parties communes, c'était de dire on a un rez-de-chaussée et on a un -1. Par contre, je veux pas un RIE, un restaurant à entreprise. Je veux d'abord un lieu de vie. Donc qui dit ça dit je commence par un accueil type hôtelier. Ouais. Je vais dans un espace coworking avec un barista, mais aussi un lieu où j'ai un lieu coworking, et le coworking se transforme le midi en espace restauration, avec des runners qui vous amènent une prestation à table. Et puis quand vous descendez d'un niveau sur le niveau du bas, vous avez derrière, si on peut voir l'image d'après, vous avez un espace qui est un espace business center, salle polyvalente, un espace de sieste pour décompresser à un moment de la journée, une salle de sport. Donc on a vraiment du mètre carré qui est optimisé. Pourquoi ? Parce que le locataire, et donc l'immeuble est plein, entre guillemets, le locataire quand il loue une surface, il va louer moins de surface. Pourquoi ? Parce qu'il aura de la partie privative complémentaire. C'est-à-dire ce n'est pas une partie commune vide, c'est quelque chose qui va être une réponse qu'il n'aura pas besoin de créer dans ses bureaux. Il va les avoir dans les parties communes. Donc lui, il a un vrai gain d'usage de l'ensemble des mètres carrés qui sont optimisés au maximum en proposant beaucoup de choses toute la journée. En tout cas, c'est magnifique. Et puis, un dernier exemple peut-être ? Oui, on va prendre La Tour Island. Tour Island. En vrai, c'était une tour qui était ancienne génération, où il y avait zéro verdure. Ce qui est important de voir, et vous le verrez dans l'image aussi, c'est qu'il y a un gros focus sur le côté verdir, mais d'un point de vue jardin, oxygène. Ça met de la relaxation, ça permet aux gens aussi qui souvent sont en studio, les jeunes ou en 2 pièces, de ne pas avoir cette partie verdure, de le trouver dans l'entreprise. Oui, puis il y a l'esprit aussi de collaboration, parce que je Oui. m'étais renseignée, effectivement, ils font de plus en plus ça, les potagers Oui, qui c'est ça, permettent tout à fait. de créer du lien. Et donc, ce qui est intéressant sur cet immeuble-là, c'est un immeuble qui est très fermé, tout ça. Donc, on l'a ouvert. On a créé une double hauteur dans le rez-de-chaussée qui monte, on le voit en bas, un barista café qui est double hauteur. Et on voit de la nature descendre. Pourquoi ? Parce qu'on avait une toiture technique de 1300 mètres carrés. On l'a transformé en lieu de vie, comme on le voit sur l'image en bas à droite, qui était de dire il faut retrouver ce côté verdure, jardin. On a créé un jardin, Oui. ni plus ni moins, sur la toiture technique derrière, et le jardin descend dans le barista. On voit des appels de Ah oui, c'est verdure, magnifique. et on le voit dans le cas concret derrière, parce qu'on a les images de l'arrêté, donc toute la partie à la fois fonctionnalité et design qu'on a fait. Et donc on voit bien que ça descend et qu'il y a vraiment ce côté immeuble ouvert, immeuble avec multifonctionnalité. On a un business center polyvalent, on a un espace barista, on a un food court sans cuisine, avec que de la cuisine d'assemblage un peu nouvelle génération, mais qui est vraiment dans l'approche food court qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue perso quand on va aller dans des restaurants et des lieux de vie. Donc c'est un immeuble qui est devenu multiformat, multimodal et multidigital aussi. Et ce type d'aménagement, ça prend combien de temps en tout et pour tout ? Alors,
Faire un immeuble comme ça, globalement, c'est des gros budgets parce que c'est de la réhabilitation. Il faut compter 2 ans. 2 ans. Donc, ça va, ça me paraît pas si mais ça veut dire long que ça veut dire que quand on imagine le concept, il faut déjà anticiper les années d'après. Et ça, c'est notre rôle d'anticiper les besoins, les usages pour les. Parce que quand vous le livrez, il faut qu'il soit au goût du jour, sinon vous aurez un problème dans la commercialisation. Tout à fait. Alors Cyril, on va devoir conclure cette émission malheureusement, mais vous, on sait que vous êtes toujours à l'affût justement de ce qui n'existe pas encore. Oui. C'est un peu la difficulté, parce qu'il faut que ça perdure dans le temps. Et ce qui est attendu en tout cas demain, quels sont vos projets futurs par rapport à Convergence, le Wellness Lab et puis Explorer? Là, on est à la série numéro 4. Oui, la série numéro 4 qui est très intéressante parce qu'il y a un partage sur toutes ces thématiques qu'on a évoquées là et qui amène à la fois de la data, des cas pratiques, des idées, aussi des focus sur la réglementation pour aussi ne pas oublier certaines choses. Ce qui est intéressant, c'est le lab nous nourrit en permanence, donc on est tout le temps, en vrai ce lab, on formalise des choses, mais c'est ce qui nous nourrit pour accompagner les clients et c'est ça qui est intéressant. Et ça nourrit tout le monde, hein, du prestataire jusqu'au client, en passant par l'utilisateur, on voit bien que il y a tout ça. Et je dirais que le prochain qui arrivera, ça sera plutôt ce qu'on appelle nous le carnet de tendance, mais qui est plutôt sur le côté aménagement. Là, on est plutôt sur un multi-format conseil, à la fois de fonctionnalité, d'aménagement, d'exploitation. Donc c'est le format qui sera plutôt dans le côté design, parce que s'il y a plein de choses d'un point de vue RSE, d'un point de vue matériaux, Oui. d'assainissement de l'air avec des matériaux spécifiques naturels, enfin il y a beaucoup de choses, donc on sera plutôt sur le côté focus, on va dire très aménagement. Ok, donc, avec ça c'est le prochain, on est ça d'accord. c'est le prochain qui Explorer. arrivera. Par contre il y a celui qui arrive là, le numéro 4, Oui. début avril. Donc, Dont on a eu quelques voilà. idées. Et derrière on va organiser un petit déjeuner aussi pour faire venir les gens dans un lieu aussi magique qui permettra de parler de ces thématiques-là avec un échange tour de table ronde avec ceux qui vivent au quotidien des espaces. En tout cas, bravo pour ce magazine parce qu'il est beau, il est agréable à lire. On parle aussi du côté fonctionnel, mais il y a le design qui est important, aussi bien dans les immeubles justement, mais aussi sur le magazine. Oui. C'est important que ce soit agréable à regarder. Alors, est-ce qu'on peut le regarder en papier justement? Alors, aussi? il est digital, donc ça veut dire que déjà inscrivez-vous à la page LinkedIn de Convergence, comme ça vous saurez quand il sort et vous pourrez le télécharger, c'est gratuit. Parce que le but c'est de faire profiter de tout ce qu'on se nourrit au quotidien chez Convergence à l'ensemble de l'écosystème. Il n'y en a qu'un par an. Hein, il n'y en a qu'un par an parce que c'est beaucoup de travail, de formalisation et de travail. Justement pour ce côté ludique, facile de lecture, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail de fond. Moi j'aime bien le côté facile d'accès parce qu'on n'est pas là non plus à se prendre la tête quand on veut essayer d'imager des idées ou même trouver des idées. Enfin, il faut que ce soit facile d'accès. Donc ce côté ludique est important pour moi parce que c'est mon ADN. Donc, et on peut l'avoir en version papier aussi. Et on peut l'avoir en version papier. Ça par contre, il faut faire la demande. Voilà. Ok, très bien. Comment vous voyez tous là, l'évolution des espaces de travail d'ici 10 ans? Chacun sa petite phrase. Allez, je me lance. Moi, je pense qu'il y a un vrai retour à la vie de bureau. On a eu le Covid qui a fait télétravail à fond. Aujourd'hui, on est de plus en plus vers un retour. On parlait de créer de liens sociaux, de convivialité. Je pense que les gens ont envie de se retrouver au-delà de leurs amis et de leur cercle proche dans leur monde professionnel. Et côté sport, ça côté rendrait... service, je pense qu'on va être vers on va accentuer davantage ces services-là qui passent par la restauration, le sport ou encore l'accueil. Pour moi, je pense qu'on va vers une accélération des services proposés en entreprise pour attirer les talents d'une part, comme on disait tout à l'heure, les retenir et voilà. Ok. Nous, on a eu peur à un moment et aujourd'hui, on est plus que jamais convaincu que Office is sexy. On se rend compte que tous les acteurs, du propriétaire aux opérateurs, même aux entreprises, tout le monde est en train de se dire mais en fait le bureau, on peut, si on réfléchit comme il faut avec l'aide de cabinets comme Convergence, on peut réinventer cette expérience et il est en train de se passer tellement de choses aujourd'hui sur les immeubles de bureaux, y compris ceux qui étaient un peu en désuétude ces dernières années. Tout le monde est en train de faire remonter le niveau d'attractivité du bureau de manière assez incroyable. Tout le monde ne le fait pas à la même vitesse, mais je pense que dans les 4-5 prochaines années, on va avoir de très belles surprises et on va avoir un niveau de qualité sur tous les ensembles de bureaux qui va exploser. Tout ça, in fine, pour améliorer la vie des gens qui les utilisent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Le bureau prend maintenant conscience que ses occupants doivent être choyés. Et en termes de qualité de vie au travail et de mission, pour nous tous, c'est incroyable. Et ça va perdurer, selon vous? Et ça va perdurer plus que jamais. Il y a une vraie accélération là-dessus. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Et vous, du coup moi, j'ajoute un petit mot. Je pense que tant qu'on aura cet axe de ramener du code de l'hôtellerie dans le monde de l'entreprise, on sera dans la bonne voie. On voit tous les immeubles qui ne sont pas dotés de services ou d'espaces qui ont été revus ou retravaillés, ils sont en train de se vider, justement
au bénéfice des gens qui travaillent sur des rénovations de A à Z. Donc il y a une petite... Là, il y a une petite mini-crise qui va s'opérer gentiment sur ce sujet-là et qui va du coup donner beaucoup d'opportunités et d'intérêt pour les immeubles qui seront dotés de services, d'acteurs et d'espaces qui seront vraiment adaptés à faire en sorte que les gens se retrouvent dans une situation personnelle quand ils sont au bureau, quoi. Ils sont traités comme des résidents et non pas comme des simples visiteurs. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, et dans les quelques années qui viennent, on est dans l'ère de l'hôtelification, c'est-à-dire ces lieux de destination et d'émotion qu'on crée pour les collaborateurs, pour les faire revenir, pour qu'ils soient bien. Mais d'ici 10 ans, il y aura un travail, moi je dis, sur l'ultra-personnalisation. Parce qu'aujourd'hui, le collaborateur, il va être traité comme un individu. Et ça, l'arrivée de l'IA, du digital, va permettre aussi de mieux comprendre l'individu en tant que tel et lui amener des réponses plus personnalisées. Donc on voit que c'est ça la tendance quand on suit un peu les marqueurs. C'est là-dessus on va aller sur la réponse à l'individu et pas la réponse, j'allais dire, même si c'est une réponse de masse qui est de plus en plus personnalisée, mais on voit qu'il y aura une ultra-personnalisation qui va s'opérer pour aussi faire attention à l'individu, à sa réponse à lui par rapport à ce moment où il sera chez lui ou le moment où il sera dans l'univers du bureau. Très bien. Être plus à l'écoute aussi. Merci à vous 4. C'était un moment agréable, en plus d'être enrichissant. Alors que ce soit à travers le design des espaces, l'hospitality, l'intégration du sport, la restauration responsable, vous montrez en tout cas qu'il est essentiel de placer l'humain, on vient d'en parler juste encore à présent, là, au cœur de chaque projet. Donc c'est en combinant ces approches que l'on peut véritablement créer des environnements de travail inspirants et durables où chaque collaborateur trouve sa place et peut s'épanouir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles discussions passionnantes sur le bien-être au travail. D'ici là, prenez soin de vous.